Ok, on est bon. Donc bonsoir à tous. Bienvenue pour cette quatrième soirée de Meetup Codeur en scène de l'année. Donc ce soir, on est très content de recevoir Fabien qui va nous présenter la librairie Formise. Donc on va voir avec Formise comment on peut créer facilement des formulaires en React. Donc déjà, merci à tous nos sponsors, donc à Altitude Infra, à Tineos, Bear Studio, Digit, Imagile, Invoque, NWX, Sagi et Wixyweb. Parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ces soirées Meetup. Donc un grand merci à eux pour leur aide. Bonsoir tout le monde. Pensez à nous suivre sur les réseaux. Euh, on est disponible un petit peu partout. On est sur Twitter, YouTube, Twitch. Twitch, vous pouvez revoir les rediffs jusqu'à 15 jours après leur diffusion, il me semble. On est aussi dispo sur GitHub, Facebook, LinkedIn. Pensez à rejoindre notre Slack, notamment pour parler après des confs qui viennent de se dérouler et poursuivre un petit peu l'actu. Nous avons aussi un petit flux RSS, Spotify pour avoir les podcasts. Et vous pouvez retrouver un peu toutes ces infos là sur le site coderenseine.com. Puis nous laissons la parole à Fabien. Fabien, tu peux y aller. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat, les poser dans le chat. Après, on les posera à Fabien en fin de Meetup. Et pareil, s'il y a un problème technique, n'hésitez pas à dire s'il y a un manque de son, s'il y a un problème réseau, etc. Voilà. Fabien, on te laisse la main. Yes, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Normalement, on doit être bon. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour cette conférence qui va parler de Formise. J'espère avec ce meetup finalement éveiller votre curiosité autour de la librairie. Et du coup, on ne perd pas plus de temps, on commence tout de suite. Formise, composition headless et multistep pour vos formulaires React. Donc, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Fabien Esside, je suis front-end développeur au Bear Studio depuis maintenant 2 ans. Et le Bear Studio, on est une société basée à Rouen et on a l'occasion, pour divers clients finalement, de développer des applications web, des applications mobiles. Et donc finalement, tout au long de mes 2 ans, j'ai l'occasion le plus souvent de travailler avec Formise, qui est une librairie que j'apprécie tout particulièrement. Et je me suis dit, pourquoi pas vous la partager ce soir et vous montrer finalement ses qualités. Donc, Formise, qu'est-ce que c'est ? C'est une librairie React qui a été développée par Yvan Dalmé. Et pour l'anecdote, Yvan, aujourd'hui, c'est un de mes collègues au Bear Studio. Mais il a commencé à développer Formise bien avant d'arriver. Mais du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion, en fait, finalement, d'échanger, d'avoir des retours, ce genre de choses avec lui. Et Yvan a créé Formise pour plusieurs raisons. La première, c'était d'avoir une librairie qui soit composable. Ce que j'entends par composable, c'est vraiment qu'il puisse être découpé en différents composants. Et de cette façon-là, vous avez des morceaux qui sont vraiment indépendants les uns des autres. Et on verra après avec des exemples de code ce que j'entends vraiment par là. Ensuite, l'idée, c'était d'avoir une librairie qui supporte le multistep. Bien souvent, quand vous commencez à avoir des formulaires qui commencent à être plutôt grands, avec pas mal de champs, vous allez vouloir les découper en plusieurs étapes, et ça peut vite devenir laborieux. Donc l'idée, c'est d'avoir une librairie qui l'intègre directement. Ensuite, qui supporte les hooks. Donc pour ceux qui font du React, pas de surprise particulière. Les hooks, c'est l'une des dernières nouveautés de React. Donc le but, c'est d'avoir aussi une librairie qui soit finalement à la pointe en fait avec les dernières techniques. Et enfin, le tout en étant headless. Et ce que j'entends par headless, c'est-à-dire que peu importe la librairie de composants que vous allez utiliser finalement, peu importe le visuel de votre application, ça fonctionnera de la même façon parce que Formise finalement c'est de toute la logique, tout ce qui va vous permettre de créer votre formulaire, mais ça ne touche pas à la partie vraiment visuelle. Donc des librairies React qui proposent de gérer des formulaires, il y en a plusieurs. Et pour ça, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un petit état des lieux des librairies qui existent et de les comparer entre elles.
Donc pour faire ça, j'ai choisi 3 librairies en plus de Formiz. La première, c'est Formic, puis React-to-Form et Formzy. Je pense que pour la plupart d'entre vous, Formic et React-to-Form, vous devez connaître, ce sont les plus populaires, Formzy sans doute un peu moins. Et donc pour comparer ces librairies, j'ai listé une série de critères qui est sur la gauche du coup de l'écran, et on va finalement passer ces critères un à un et voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces librairies, parce qu'il y en a. Donc si je commence avec le premier critère, le critère c'est headless, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vraiment indépendant de la librairie de composants qu'on utilise. Pour toutes ces librairies-là, Formic, React-to-Form, Formzy et Formiz, c'est qu'un point qui est géré, donc vous pouvez les utiliser avec n'importe quelle librairie de composants, ça fonctionnera de la même façon. Ensuite, pour la composition, j'ai mis un warning sur Formic parce que Formic, vous allez avoir à gérer quand vous allez ajouter des champs. Vous allez du coup devoir ajouter votre champ, mais en même temps, vous allez devoir initialiser les valeurs par défaut, les différentes validations en cas d'erreur, etc. au niveau de la balise du formulaire. Ce que je trouve un peu dommage parce qu'au final, vous avez de la gestion à faire à 2 endroits différents et pas uniquement sur votre champ de formulaire. Ça, avec React-to-Form, Formzy et Formiz, on a vraiment cette idée d'indépendance finalement des champs de formulaire sans avoir besoin de toucher la balise forme, ce que je trouve plutôt agréable. Ensuite, au niveau de l'usage avec des librairies externes, cette fois, c'est React-to-Form qui pêche un petit peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que tant que vous allez utiliser des inputs, des champs de formulaire classiques, finalement, ça va très bien fonctionner. Et dès que vous allez vouloir utiliser des librairies externes, vous allez avoir besoin de wrapper ça par une balise contrôleur, si je ne me trompe pas. Et je trouve ça un peu dommage finalement d'avoir 2 comportements différents dans l'utilisation. C'est quelque chose qui pose pas vraiment de problème en tant que tel, mais que je trouve un peu dommage. Ensuite, le multistep, cette fois les 3 librairies Formic, React-to-Form et Formzy pêchent là-dessus. Et on verra après que Formiz l'intègre du coup nativement, et je vous montrerai que c'est très simple à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres librairies, vous ne pouvez pas faire des formulaires multistep. Ça veut simplement dire que vous allez être obligé de recréer toute la logique de gestion des étapes, de savoir si je suis sur la première étape, si je soumets mon étape ou si je soumets le formulaire, etc. Plein de logique qui va vous prendre des heures et qui est source de bugs et d'erreurs, alors que Formiz vous le propose directement. Enfin, pour les hooks, Formzy les supporte tout simplement pas. Et c'est aussi une raison qui a poussé Yvan à créer Formiz. Il utilisait beaucoup Formzy avant, sauf que n'utilisant pas les hooks, ça devenait compliqué pour les nouveaux projets. Et donc ça a poussé à créer une nouvelle librairie qui garde un peu les bons côtés de Formzy en intégrant les hooks. Et aussi à cette époque, parce que Formiz a été créé il y a quelques années déjà, React-to-Form avait été moins populaire, donc la création d'une nouvelle librairie s'y prêtait plutôt bien. Enfin, pour ce qui est des performances, là-dessus, rien à redire pour aucune des librairies finalement. J'ai même mis 2 cases cochées pour React-to-Form parce que c'est une librairie qui vante pas mal ses performances et il y a des performances qui sont plutôt intéressantes. D'ailleurs, même quand vous allez sur leur site web, première chose que vous voyez, c'est des graphiques où on vous montre que React-to-Form est la plus rapide pour rendre des formulaires. Donc, forcément, je pense que c'est assez difficile d'atteindre React-to-Form et de la dépasser en termes de performance. Cependant, il n'y a aucun problème vis-à-vis des autres librairies sur ce point. Enfin, pour la communauté, cette fois, c'est Formzy et Formiz malheureusement qui pêchent. Si je me base sur les étoiles sur GitHub pour juger de la popularité de la librairie, Formic et React-to-Form, on est autour de 20 000 stars sur GitHub, voire même 25 000 pour React-to-Form. Formzy, on est à moins de 1000. Et Formiz, on est à peu près à 160 si je ne me trompe pas, ce qui est vraiment un point, à mon avis, à développer pour donner du poids à Formiz davantage. Et voilà, c'est aussi pour ça que je vous partage la librairie, évidemment, parce que je pense qu'elle gagnerait à être plus connue. Donc du coup, comment ça fonctionne Formiz ? Déjà, pour l'utiliser dans votre projet, simplement avec une commande yard ou npm install, vous avez 2 packages, Formiz Core et Formiz Validations. Formiz Core, ça va être toute la partie logique, métier finalement de Formiz. Et Formiz Validations, comme son nom l'indique, ce sont les validations de formulaires qui sont préconçues par la librairie. L'avantage de ça, c'est que si vous ne voulez pas les validations de Formiz, vous pouvez tout simplement installer uniquement Formiz Core et ça marchera très bien, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder. Donc comment est-ce que ça va se passer ? J'ai setup un projet React App avant la conférence. Donc très basique, React App avec Formiz d'installer et Chakra UI pour la librairie de composants.
Et en fin de compte, on va traverser plusieurs exemples ensemble pour voir comment est-ce qu'on arrive à un formulaire Formiz qui est vraiment complet, comment est-ce qu'on met tout en place. Donc là, actuellement, si je regarde juste mon app, j'ai juste un fond vert avec marqué Formiz Presentation, rien de particulier. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier exemple. Et on va donc notamment travailler dans le fichier qui s'appelle Application Form. Donc là, si j'actualise mon app, voilà, j'ai une card et on va travailler avec notre formulaire là-dedans. Donc le but du premier exemple, ça va être de créer notre premier composant Formiz, le premier formulaire Formiz, et de soumettre finalement ce formulaire. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Je vais dans mon dossier Components et je vais créer un fichier qui va s'appeler input.js. Ici, je vais créer mon premier input de formulaire. Donc là, vous avez vu que j'ai juste tapé 0.1 et en fin de compte, j'ai tout le code de mon composant qui est apparu. Ce que je vais faire pour tout le long de la présentation, en fin de compte, c'est utiliser ce qu'on appelle donc des snippets, c'est-à-dire que vous définissez une chaîne de caractères et quand vous appuyez sur la touche Entrée, ça vous affiche tout le code qui correspond. L'idée, c'est que vous ne me regardiez pas coder pendant 40 minutes, c'est pas forcément super intéressant. Donc là, si je regarde le code qui est généré, c'est juste un input vraiment classique. J'ai juste utilisé celui de Chakra UI. Si vous ne connaissez pas Chakra UI, déjà, je vous recommande grandement d'aller jeter un coup d'œil à la librairie, parce qu'à mon sens, c'est l'une des meilleures librairies de composants qui existent actuellement. Et en fait, vous pouvez remarquer que j'ai du style en fait, qui est mis là, sous forme d'attributs. Donc, soyez pas perturbés par cette façon d'écrire. C'est le fait d'utiliser Chakra UI qui fait ça. Mais sinon, là, j'ai un input classique. Pour vous le montrer, du coup, je vais juste transformer ma card et je vais utiliser mon input. Voilà, et je vais faire mon import. Donc là maintenant, si j'actualise mon application, j'ai simplement ma card avec mon champ de formulaire dedans, rien de particulier. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est transformer mon input, qui est tout à fait classique, en un input qui utilise Formiz. Pour ça, je vais importer le premier hook que me donne Formiz, qui s'appelle useField. useField, finalement, c'est lui qui va contenir toute la logique de mon champ de formulaire Formiz, et on va découvrir ensemble quelques propriétés qui me sont fournies. Donc, je réécris le code de mon composant input, et si maintenant on regarde la ligne 7, j'ai déstructuré mon hook useField auquel j'ai passé les props de mon composant, et je récupère deux choses, je récupère value et set value. Value, finalement, c'est la valeur courante de mon champ, et cette value, c'est moi qui vais lui donner la valeur, finalement, que mon champ a. Donc, à partir du moment où vous avez value et set value dans votre composant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ajouter une méthode handleChange qui va juste prendre, en fin de compte, après la valeur de mon input, et je l'affecterai directement à set value pour lui dire que ça a changé. Et ici, du coup, je vais rajouter une props qui s'appelle onChange, qui va du coup appeler la méthode handleChange, et je vais lui donner une deuxième propriété qui est value, qui va donc prendre la valeur courante, ou chaîne vide la première fois, évidemment, quand il n'y a aucune valeur qui n'a été saisie pour le moment. Maintenant, si j'actualise mon application, on va voir que ça explose. Et du coup, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. En fin de compte, on me dit que un champ Formiz a toujours besoin d'avoir une prop qui s'appelle name. Donc on va lui ajouter ça. Je retourne dans mon application form et du coup, sur mon input, je rajoute l'attribut name. Et là, pour mon exemple, je vais l'appeler first name. Pourquoi est-ce qu'il lui faut un name? Tout simplement parce que c'est de cette façon-là que Formiz va différencier les champs entre eux. Et ça va me permettre de faire tout un tas de choses après qu'on verra. Donc je lui donne un name, j'actualise l'application, et là, cette fois, ça explose encore, et on va me dire qu'un champ Formiz a toujours besoin d'être un enfant d'un composant Formiz. En effet, là, mon input, je l'ai mis vraiment tel quel dans une card, mais il faut bien un formulaire autour. Donc, on va remédier à ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'import directement de Formiz et de useForm. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait useField pour le composant input, et là, on va avoir useForm pour la gestion du formulaire. Ce sont les deux hooks de Formiz, et c'est avec ça qu'on va vraiment gérer l'ensemble de notre formulaire. Donc, je réécris mon composant application form. Si j'analyse un petit peu ce qui vient de se passer,
En ligne 9, on voit que j'ai une variable form qui récupère juste le hook useForm finalement. Et en ligne 12, j'ai ma balise formIs qui est connectée au form, donc au hook useForm. Et au onSubmit, j'appelle la méthode handledSubmit que j'ai pas encore créée. On va faire ça juste après. En ligne 13, on voit que j'ai une balise form HTML classique avec un attribut noValidate qui permet d'éviter d'avoir les validations par défaut du navigateur. Et au onSubmit, je vais appeler le submit du hook useForm. J'ajoute donc maintenant ma méthode handledSubmit. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais récupérer les values et je vais juste les log. Comme ça, on pourra voir le submit du champ. Et du coup, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Mon application, normalement, elle fonctionne. Voilà, ça crache plus. Donc déjà, c'est qu'on a réparé tous les problèmes. Le seul truc, c'est que je ne peux pas encore soumettre mon formulaire, donc on va tout de suite rajouter un bouton pour soumettre. Donc pour ça, je rajoute un button, je fais l'import ici. Hop. Voilà. Et donc maintenant, si j'actualise, j'ai bien mon champ de formulaire et mon bouton de Submit. Si maintenant je remplis mon champ et que je clique sur Submit, on voit qu'à droite dans ma console, j'ai directement mes values avec comme clé first name et comme valeur Fabien. First name, pourquoi? Et bien tout simplement parce que mon input, son name, c'est first name, d'accord? Donc là, on voit une des raisons pour lesquelles Formiz me demande de fournir un name et qui doit toujours être unique, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on va identifier les différentes valeurs. Donc là, si on regarde très rapidement, en à peu près 5 minutes, peut-être un petit peu plus avec les explications, j'ai fait mon premier composant Formiz, mon premier formulaire Formiz, et j'ai réussi à le soumettre. Donc, on a quelque chose qui fonctionne relativement vite. Maintenant, on va essayer d'étayer un peu tout ça. Et on va passer à l'exemple suivant. On va commencer à ajouter finalement des validations sur nos champs. Donc, je retourne sur mon app. Quand ça voudra bien refresh. Et l'idée, ça va être d'ajouter maintenant les premières validations sur notre champ first name, d'afficher une erreur quand c'est nécessaire et de soumettre le formulaire uniquement quand il est valide. Si je regarde dans le code par rapport à l'exemple précédent, ici, il n'y a absolument rien qu'à changer. Par contre, dans mon composant input, j'ai quelques nouvelles balises. Si on regarde ligne 19, ligne 20 et ligne 28, on voit que j'ai form control, form label et form error message. Tout ça, ce sont des balises qui sont fournies par Chakra UI. Donc rien à voir avec Formiz. Par contre, ça va me permettre moi d'avoir des inputs qui sont un peu plus structurés et donc ce sera plus agréable pour vous à regarder. Si je passe rapidement dessus, l'idée de form control, elle a une propre isRequired qui va me permettre en fait d'afficher tout simplement une astérisque à côté de mon champ quand il est requis. Une autre propre isInvalid en fait qui va conditionner l'affichage du form error message. Et ensuite, le form label qui permet d'afficher le label du champ. Ce qui fait que quand je regarde l'app, là j'ai un label et j'ai mon champ. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est ajouter une validation sur le champ first name. Donc je retourne dans mon application form. Et ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va simplement ajouter une prop qui s'appelle required. Required, je vais lui passer une chaîne de caractères. Et ce sera le message à afficher quand la validation n'est pas remplie. Si maintenant j'actualise l'app, on voit que j'ai une petite astérisque qui est apparue. Actuellement, mon formulaire, il n'est pas du tout capable par contre de gérer la validation. C'est purement visuel, juste parce que finalement j'ai fourni une propre required à mon isRequired ici. Mais là, on voit bien que, donc je vais actualiser quand même pour être sûr, mais on voit bien que si je remplis rien, je clique sur Submit, ça a quand même envoyé des values. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment ajouter la logique qui fait qu'on va vérifier que mon champ a bien été rempli. Ça se passe du coup dans mon composant, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des nouvelles propriétés que useField me donne. Hop. Je récupère isValid et error message. IsValid permet de savoir si mon champ est valide et error message, c'est l'erreur à afficher. Donc ici, à la place de false, je vais mettre pour isInvalid, c'est le contraire de isValid. Et ici, je vais mettre error message. On actualise. Et maintenant, quand j'arrive, on voit bien que ma validation fonctionne puisque j'ai déjà mon erreur qui est affichée et mon champ qui est rouge. Si maintenant je saisis quelque chose dedans, l'erreur a disparu. Donc ma validation fonctionne.
Seulement, arriver sur l'app et avoir le champ qui est directement en erreur, c'est pas forcément très agréable, surtout que là j'ai qu'un champ, admettons que j'en ai 6 ou 7 ou quoi, tous les champs en rouge, c'est pas possible. Donc on va améliorer ce fonctionnement-là de façon finalement à avoir quelque chose de plus agréable. Donc pour ça, on va ajouter d'autres propriétés qui s'appellent isSubmitted et isPristine. IsSubmitted, l'idée c'est si mon champ a été soumis, et isPristine, c'est vrai si j'ai pas commencé à écrire quelque chose dedans, et faux à partir du moment où j'ai commencé à faire une saisie. Pour les utiliser maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des nouvelles lignes de code. Si je passe dessus rapidement, en ligne 24, j'ai un state avec isFocused et setIsFocused. En ligne 25, j'ai une condition show error. Donc, je vais afficher mon erreur à condition que ce ne soit pas valide et que mon champ ne soit pas focus et que soit j'ai commencé à saisir quelque chose dedans, soit il a été soumis. Et en dessous, j'ai deux méthodes, handleFocus et handleBlur. Donc évidemment, quand je clique sur mon champ, je passe le focus à vrai. Quand je quitte mon champ, je passe le focus à faux. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser tout ça. Donc sur mon input, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter directement les méthodes onFocus et onBlur qui appellent handleFocus et handleBlur. Et ici, à la place du contraire de isValid, je vais directement mettre showError. Si j'actualise l'app maintenant, on va voir comment ça se comporte. Donc déjà, quand j'arrive, j'ai plus d'erreur. Donc ça, c'est déjà plus agréable. Si maintenant je clique dans le champ et que je quitte de mon champ, il n'y a toujours pas d'erreur. Maintenant, si je commence à saisir quelque chose et que je supprime et que je quitte le champ, cette fois seulement, j'ai mon erreur qui est affichée parce que consciemment, en fait, j'ai fait le choix de ne pas respecter la validation. Deuxième cas d'erreur, si j'arrive directement sur l'app et que je clique sur le bouton Submit, j'ai mon erreur qui s'affiche parce que mon champ, finalement, n'est pas valide. Par contre, on voit qu'il y a un problème, c'est que malgré le fait que mon champ ne soit pas valide, quand j'ai appuyé sur Submit, j'ai quand même eu mes values. On va changer ça très rapidement. Ce qu'on va faire, finalement, c'est que dans mon fichier application form, à la place de form.submit, pardon, pas à la place de form.submit, je dis n'importe quoi, à la place du onSubmit ici, qui appelle la méthode handleSubmit, finalement, je vais faire un onValidSubmit. Et rien qu'avec ça, on va voir que quand maintenant je clique sur mon bouton Submit, il ne se passe rien tant que mes validations ne sont pas remplies. Et à partir du moment où c'est validé, là, quand je clique sur Submit, j'ai mes values qui apparaissent. Alors on pourrait se dire que c'est terminé et que c'est très bien. Le seul truc, c'est que j'ai un cas encore qui n'est pas géré. C'est que si je mets que des espaces, finalement, il va considérer que mon champ, il est valide. Et ça, moi, je veux pas parce que je considère que des espaces, c'est pas avoir rempli correctement le champ. Comment est-ce que je vais gérer ça? Au niveau de mon input ici, je vais pouvoir ajouter une nouvelle props que je vais appeler validations. Validation, c'est quoi? C'est un tableau d'objets et chaque objet va contenir deux clés, une règle de validation et un message à afficher si la règle de validation n'est pas remplie. On voit qu'ici, ma règle, c'est isNotEmptyString. Et isNotEmptyString, je vais l'importer et elle provient directement de Formiz Validations. Donc c'est l'une des validations que la librairie Formiz m'apporte par défaut. Donc ce que je fais ici, c'est que je mets ma validation isNotEmptyString et si c'est pas bon, je vais afficher thisfield cannot be empty. On teste ça maintenant. Donc je refresh toujours là pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, si je mets que des espaces et que je quitte mon champ, là j'ai mon message d'erreur qui s'affiche. Et donc du coup, je ne peux pas soumettre le formulaire. Maintenant que j'ai réglé le problème, je peux soumettre. On voit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que Formiz va tout seul détecter quel message d'erreur afficher. Là, j'ai deux validations. J'ai la validation de mon champ ne peut pas être vide et de le champ est requis. Là, il m'affiche celle qui dit que le champ ne peut pas être vide. Si je supprime tout, il affiche directement required. Je n'ai pas à le gérer moi-même, Formiz le fait pour moi. Il reste un dernier truc. Là, actuellement, je peux cliquer plein de fois sur Submit. Ça n'empêche pas l'utilisateur de le faire. Ça n'a pas vraiment de conséquences là dans cet exemple précis, mais déjà, par exemple, on peut imaginer qu'avec plein de champs, admettons que mon erreur se trouve tout en haut, je vois pas forcément qu'il y a une erreur et du coup, je m'acharne sur le bouton Submit sans comprendre pourquoi. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va désactiver le bouton Submit une fois qu'on aura essayé de soumettre et que le formulaire n'est pas valide. Pour faire ça, au niveau de mon bouton de type Submit, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle props qui s'appelle Disabled.
Et on va lui dire qu'on disable le bouton si le form a été soumis et si il n'est pas valide. On teste ça. Et maintenant, on va voir que si j'arrive et que je clique directement sur Submit, mon bouton est désactivé. Donc, comme ça, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut que je le corrige. Et maintenant, je tape mon prénom et à peine mon champ a été valide, vous avez vu que le bouton Submit s'est réactivé. Je peux soumettre mon formulaire, il n'y a plus de problème. Ok, donc là, on a fait nos premières validations sur notre champ. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux faire des validations un peu plus poussées qui n'ont pas forcément été pensées par la librairie? Forcément, en fonction des usages, on va avoir différents besoins. Je change donc d'exemple et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Dans l'exemple numéro 3, l'idée c'est d'ajouter ce que j'appelle une custom validation sur notre champ password. Donc là, vous voyez que j'ai plus seulement first name, j'ai aussi deux nouveaux champs, password et password confirm. Je pense que vous l'avez deviné, donc l'idée ça va être de vérifier que mon password confirm a la même valeur que mon password. Donc si je regarde dans application form, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben, j'ai trois inputs, j'ai utilisé le même composant pour le mot de passe, et du coup, j'ai pas caché les caractères, c'est plus sympa pour l'exemple que ce soit visible forcément. Le champ password a déjà quelques validations sur lui, il a un required et le is not un petit string, et donc nous on va travailler sur le password confirmation pour vérifier finalement que les deux valeurs sont bonnes. Comment est-ce qu'on fait ça? Et ben, comme tout à l'heure, on rajoute la props validations qui est un tableau d'objets, et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter notre validation. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets une règle qui retourne juste vrai et un message. Alors, quand vous avez une règle qui vaut vrai, finalement, c'est comme si elle était inexistante, puisque vrai, on n'affiche pas l'erreur. Donc là, même si je retournais sur mon app, il n'y a franchement rien qui n'a changé. Donc là, l'idée, ça va être de remplir finalement ce qui est ici. Donc, comment est-ce que je fais pour vérifier que ma confirmation de mot de passe est égale à mon mot de passe? Et bien tout simplement, ici déjà, il faut savoir que j'ai accès à la valeur courante de mon champ, ce qui est très pratique. Et donc, maintenant, je vais vérifier que mon champ est égal à form.values.password. Pourquoi password? Parce qu'en fait, je vais utiliser le name qui est ici. Et donc, on voit que grâce à mon hook useForm, j'ai accès à l'ensemble des valeurs de mon formulaire. Et donc maintenant, je peux vérifier que ma valeur est bien égale à mon champ password. Si on teste maintenant le résultat, je vais saisir mon prénom, je saisis un mot de passe, donc admettons AZERTY. Le deuxième, je mets là. Quand je quitte le champ, on me dit que les mots de passe ne sont pas les mêmes. Donc ma validation fonctionne. Si maintenant je mets AZERTY, là, je n'ai plus d'erreur. Donc on a vraiment la validation qui s'exécute correctement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cependant, il y a quand même un cas qui n'est pas géré. C'est que, admettons maintenant, donc j'ai les deux mots de passe qui sont bons. Mais admettons que ce n'est pas password confirm que je modifie, mais password. Je le vide et je marque là. Et bien là, il y a un problème, parce que pour Formiz, le formulaire, il est valide. Or, moi, je veux que la validation s'exécute. Et pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas exécutée? Et bien tout simplement parce qu'avec Formiz, la validation s'exécute que sur le champ courant, finalement. Donc, comme je modifiais ce champ-là, forcément, la validation qui est sur celui-ci ne se relance pas. Mais comment je fais pour pallier à ça? Et bien, il faut savoir que finalement, en plus de ma règle de validation et de mon message, je peux rajouter une troisième clé qui s'appelle deps et qui va prendre un tableau de dépendance. Donc deps pour dependencies. Pour ceux qui font du React et qui utilisent par exemple les useEffects, vous voyez totalement de quoi je veux parler. L'idée, c'est d'avoir un tableau dans lequel je mets des valeurs et chaque fois que ces valeurs changent, on va réexécuter la validation. Donc là, je vais écouter finalement le champ password. Et donc, dès que le champ password sera modifié, je vais réexécuter la validation sur mon password confirmation. Si je teste maintenant cet exemple, je saisis mon prénom, je tape mon mot de passe. Ici, je mets n'importe quoi. Donc, évidemment, ma validation s'exécute. Là, j'ai mes deux valeurs qui sont bonnes, donc plus de problème. Et maintenant, vous allez voir qu'à la seconde où je vais retirer un caractère, tout de suite, j'ai la validation qui s'est réexécutée. On m'avertit que les mots de passe ne sont pas les mêmes. Et donc là, j'ai vraiment une validation custom qui est complète d'un vrai cas d'utilisation. Et vous voyez que finalement, faire des validations
en général et même des validations custom, c'est pas plus compliqué que ça. Grâce au fait qu'on ait accès à la valeur courante de mon champ et à l'ensemble des valeurs du formulaire, je suis en mesure très rapidement d'avoir des cas d'utilisation plutôt poussés. Donc là maintenant, on sait faire des formulaires, on sait ajouter des validations, on sait faire des validations custom. On va commencer à s'amuser avec des champs un petit peu plus poussés. Donc l'exemple suivant, je l'ai nommé Exotic Fields justement pour ça. Donc vous allez le voir, j'ai un nouveau composant que j'ai appelé Identical Pictures. L'idée de cet exemple-là, c'est de montrer qu'avec des champs qui sont un peu plus particuliers que simplement des inputs basiques, Formiz fonctionne très bien et fonctionne même de la même façon. Donc là, vous voyez que j'ai mon champ first name et deux champs password, et en dessous, en fait, j'ai une sorte de petit test de sécurité. L'idée va être de cliquer sur les deux mêmes images pour que le formulaire soit valide et que je puisse le soumettre. Bon, actuellement, si je clique sur deux images au hasard, ça lui pose aucun problème. Pour lui, c'est bon, parce que j'ai pas encore ajouté les validations. Donc on va ajouter une validation dessus, et comme ça, on va voir que ça fonctionne vraiment, vraiment de la même façon. Le code du composant Identical Pictures, l'idée, c'est pas que je rentre vraiment dedans. Je peux vous le montrer très rapidement, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt pour deux raisons. La première, c'est qu'il est plutôt complexe, donc c'est pas forcément intéressant pour nous. Et ensuite, il est aussi disponible en fait dans les exemples directement de Formiz. Et moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je l'ai copié-collé. Donc si ce composant-là vous intéresse, je vous invite grandement à aller voir les démos sur le site de Formiz. Vous pourrez retrouver l'exemple complet et comprendre comment il fonctionne. Ce qu'on peut revoir quand même, c'est que notre composant Identical Pictures, il a deux choses principales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, value et setValue. On voit qu'il a d'autres choses, mais à partir du moment où vous avez value et setValue, vous avez votre composant Formiz qui est fonctionnel. Le reste, c'est juste pour l'améliorer. Une deuxième chose intéressante dans ce composant, c'est la valeur qu'on lui affecte. Quand on fait un setValue, c'est pas forcément une chaîne de caractères ou juste un nombre qu'on peut mettre. On peut carrément passer des objets. Et là, ici, dans notre cas, c'est un objet avec 4 clés. La première, c'est isIdentical, qui va me permettre de savoir si mes deux images sont les mêmes. Value, qui me permet de savoir sur quelle image j'ai cliqué. SelectedCount, qui me permet de savoir le nombre d'images sur lesquelles j'ai cliqué. Et SelectedImages, qui me permet d'avoir la liste des images sur lesquelles j'ai cliqué. Donc on voit que le setValue, franchement, il prend n'importe quelle valeur. Donc je vous l'ai dit, l'idée maintenant, ça va être d'ajouter une validation. Donc juste rapidement, comment est-ce que ça fonctionne? On a juste rajouté en fait une proc qui s'appelle Options et il prend une liste d'images et en fait après il va juste les randomiser. Ça permet d'avoir des images un peu dispersées aléatoirement et de faire ce pseudo-test de sécurité. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va rajouter nos validations. J'ai donc mon tableau de validation et cette fois j'ai deux règles de validation. L'idée de la première, ça va être de vérifier que j'ai bien sélectionné deux images. Et la deuxième règle de validation va me permettre de vérifier que les images sur lesquelles j'ai cliqué sont bien identiques. Donc on va compléter ces deux validations. Pour la première, je vais donc récupérer la valeur courante de mon champ. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais dire si ma value ou objet vide, parce que je vous rappelle que c'est un objet, donc je vais quand même me protéger un minimum. Et je vais regarder que le SelectedCount est égal à 2. Donc si le SelectedCount est égal à 2, c'est que j'ai bien sélectionné mes deux images. Auquel cas, donc j'affiche pas l'erreur, et si c'est différent, j'affiche l'erreur. On peut tester ça déjà dans un premier temps. Donc maintenant, je clique sur une image. Admettons que je soumette mon formulaire, on va me dire que j'ai besoin de sélectionner une deuxième image. Je clique sur une deuxième image, l'erreur disparaît, donc cette validation-là fonctionne. Bon, par contre, on voit bien qu'il n'est toujours pas capable de détecter que les deux images sont les mêmes. Donc on va compléter la deuxième validation. Et globalement, c'est la même chose. Je vais juste récupérer ma valeur courante. Je vais ici aussi lui dire value ou objet vide. Et je vais vérifier isIdentical. Donc, si mes deux images sont identiques, je n'affiche pas l'erreur. Si ce n'est pas le cas, j'affiche l'erreur évidemment. Je remplis mon formulaire correctement. Ici, donc, je clique sur une image, comme tout à l'heure, on me dit que j'ai besoin de sélectionner une deuxième image, et je sélectionne une deuxième image, et là, on va me dire que les images ne sont pas les mêmes. Ça ne lui convient pas. Donc, admettons maintenant que je clique sur les deux Wally. Cette fois, il a bien détecté que c'était les mêmes. Le test de sécurité est passé, et je peux soumettre mon formulaire. Donc là, on voit que, peu importe que ce soit finalement un input ou un champ qui a été créé pour l'occasion ou dans un cas très spécifique, finalement, ça fonctionne de la même façon. Et je vais même aller plus loin.
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec React Form, quelque chose que je trouvais dommage, c'est que si vous utilisiez un composant d'une librairie externe, finalement, vous aviez une façon de l'utiliser qui était différente. Eh ben, j'ai créé un autre composant qui s'appelle Select, qui utilise le select de la librairie React Select, et qui, encore une fois, a juste besoin d'un value et d'un set value. Il a d'autres choses, mais ça fonctionne de la même façon. Et en fin de compte, on va utiliser ce composant-là dans notre application, et je vais vous montrer que ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, je vais juste aller ici, je vais le placer là, et je vais afficher mon composant select. Donc, je vais juste l'importer. Hop. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde mon composant select, qu'est-ce qu'il a? Il a un name comme tous les autres champs, qui est unique, donc il s'appelle color. Je vais donner un label. Il a des options, donc ça, c'est les options qu'on va retrouver dans la liste déroulante du select. Et un isClearable qui permet de clean le select, mais ça c'est spécifique à la librairie, et une validation required. Rien de bien compliqué. Donc maintenant, quand j'actualise mon app, on voit que j'ai mon composant select qui est affiché. Si je remplis mon formulaire finalement, hop, et je vais en faire exprès de ne pas remplir le select, je soumets, on me dit attention, la couleur est requise. Maintenant, je sélectionne une couleur, je mets rouge par exemple, pas de problème, le champ est valide, je peux soumettre, et là on voit bien que dans mes values, eh ben, j'ai ma couleur sélectionnée, j'ai mon test de sécurité, bref, ça fonctionne exactement de la même façon que vous ayez un composant basique, un composant de lib externe, un composant que vous avez créé. À partir du moment où vous avez votre value, votre set value et un name, vous avez votre composant Formis qui marche. J'en profite aussi pour faire un deuxième aparté. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé de composabilité et j'avais dit qu'on y reviendrait. On voit que depuis tout à l'heure, quand je touche à mes composants, enfin à mes champs de formulaire, pardon, on voit que je ne touche pas à ma balise Formis. C'est vraiment totalement indépendant pour la simple bonne raison que je gère le state de façon interne, il y a son name, il y a les validations, tout est sur le champ. Donc si aujourd'hui je veux rajouter un champ, en modifier un ou en retirer un, par exemple si je veux retirer le password confirmation, j'ai juste à faire ça et mon formulaire fonctionne de la même façon, il s'adapte tout seul. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment cool. Pas besoin d'aller retoucher à la balise du formulaire, etc. Ça fonctionne tout seul. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire des choses assez cool avec des champs un peu différents, on va passer à la partie qui nous intéresse vraiment et celle que je vous ai vantée et qui pour moi est le plus gros avantage, c'est bien évidemment le multistep. Donc je vais juste fermer les composants dont j'ai pas besoin. Et donc maintenant, si on retourne sur l'app, on va voir que j'ai retiré mon select. Hein, c'était juste pour vous montrer rapidement qu'avec une librairie externe, ça fonctionne de la même façon. Mais donc j'ai mon champ first name, mes champs password et mon test de sécurité pour les images. L'idée, ça va être d'ajouter du coup le multistep. Alors comment est-ce qu'on fait? Je vais tout simplement importer ici Formistep. Et en fait, je vais juste avoir à encapsuler dans mes Formistep les champs que je veux pour chaque étape. Donc ici, je vais déclarer une première Formistep. Donc il en faut un name, un peu comme les champs de formulaire. Hein. Le name doit être unique et vraiment indispensable. Je vais entourer donc pour ma première étape le champ first name. Pour la deuxième étape, je vais prendre les champs password. Donc je vais réindenter tout à la fin, vous en faites pas. Et du coup, dans la dernière étape, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le composant identical pictures. Hop, je réindente ça correctement. Je réactualise. Et là, on voit que j'ai plus que mon champ first name. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que donc là, je l'ai découpé en 3 étapes. Et donc, Formis, quand il va afficher un formulaire en multistep, il va afficher les champs de la première étape qu'il va trouver. En l'occurrence, c'est mon champ first name. Et donc là, vous voyez vraiment que j'ai juste eu à encapsuler mes blocs, mes champs de formulaire avec des Formistep. Donc on va remplir le formulaire et on va voir ce qui va se passer. Je remplis mon prénom, je clique sur Submit, et là, j'ai mon bouton qui se disable. Pourquoi ? Parce que même si mes autres champs de formulaire sont dans d'autres étapes, ils sont quand même présents. Et tout à l'heure, on a dit qu'on désactivait le bouton de Submit si l'ensemble du formulaire n'était pas valide. Or, l'ensemble du formulaire n'est pas valide, mais j'ai aucun moyen d'accéder aux autres champs. Donc on va modifier ce comportement-là pour que ça fonctionne bien avec les étapes. Ce que je vais avoir à faire, c'est que dans un premier temps, déjà ici, au submit, je ne vais pas faire un form.submit, je vais simplement faire un form.submitStep. Et ensuite, au niveau de mon bouton de submit, je ne vais pas le disable quand le form a été soumis, mais c'est quand c'est la step qui a été soumise.
Et pareil, je ne vais pas désactiver quand le form n'est pas valide, mais c'est quand l'étape n'est pas valide. Si maintenant j'actualise et que je regarde le comportement de mon application, ici je remplis donc mon prénom, je clique sur Submit, il me passe tout seul à l'étape suivante, ok. Donc Formiz est capable de savoir vraiment l'ordre de mes étapes et de m'y emmener. Si admettons je clique sur Submit ici, bah, mon étape n'est pas valide, donc mon bouton se fait désactiver. Je corrige les différents problèmes, mon bouton se réactive et j'arrive à ma dernière étape. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis tout à l'heure dans ma console, j'ai pas les values qui s'affichent. Parce que Formiz détecte tout seul, évidemment, qu'on n'est pas arrivé à la fin du formulaire, donc il ne soumet pas le formulaire. Par contre, là, non, on est sur la dernière étape, donc en soumettant l'étape, on va aussi soumettre le formulaire. Si je clique sur Submit ici, j'ai bien mes values qui apparaissent avec l'ensemble des valeurs du formulaire. Et là, vraiment, littéralement en 5 minutes, vous avez transformé votre formulaire, qui était sur une seule page, en formulaire multistep. Alors, il peut encore être amélioré, mais déjà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ça, pour le coup, je vous mets quand même au défi de le faire avec une autre librairie. Je pense que vous allez y passer quelques heures et avoir plusieurs risques de bugs et quelques mots de tête. On va quand même améliorer ça parce que là, le multistep, il est sympa, mais je suis quand même bloqué à la dernière étape. Je ne peux pas revenir en arrière. Moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir naviguer librement dedans. Donc, je change d'exemple. On revient au début. Et là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rajouter la navigation entre les étapes. Comment est-ce que je vais faire ça? Je retourne en haut de mon application form et au-dessus de ma première form step, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un composant qui s'appelle hashstack et je vais mapper sur les étapes. Donc, je fais mon import et j'explique tout ça. Hop. Donc hashtag, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un composant qui est spécifique à Chakra UI. C'est juste pour hashtag pour horizontal stack en fait, et c'est juste un flex horizontal avec un espacement entre les éléments. Donc tout ce qui est ici, globalement, c'est spécifique à Chakra UI, on s'en moque, c'est du style, pas important. À la ligne 21, on fait form.steps et on se rend compte que j'ai accès à l'ensemble des étapes de mon formulaire et je vais mapper dessus. Et pour chaque étape, je vais ajouter un bouton. Donc c'est pareil, un color scheme, variant, ça c'est du Chakra UI, on s'en moque. Et pour chaque bouton, je vais afficher le step.label. On va regarder ce que ça donne dans mon app. Donc là, on voit que j'ai 3 boutons finalement. Par contre, ils sont complètement vides. J'ai pas de texte. Pourtant, j'avais demandé d'afficher step.label. Alors pourquoi est-ce que j'ai rien? Tout simplement parce que c'est bien gentil de demander step.label, mais ici, j'ai pas de label. Donc on va juste rajouter rapidement les labels et on va pouvoir voir ce que ça donne après une fois rendu. Donc la première étape, je l'ai appelée General Information. La deuxième, je l'ai appelée Password. Et la dernière, je l'ai appelée, il me semble, Confirmation. C'est exact. Quand j'actualise mon app maintenant, je vois que mes boutons finalement ont le nom de mes différentes étapes. Donc là, je vais pouvoir naviguer entre elles. Alors si je clique sur Password par exemple, là on voit qu'il se passe absolument rien et c'est tout à fait normal, tout simplement parce que mes boutons pour l'instant ils font rien. Donc je vais simplement rajouter un événement onClick dessus et on va regarder ce qui se passe. Donc onClick, je vais faire un form.goToStep et je lui donne le nom de l'étape. Et ça va me permettre de naviguer entre mes étapes. Donc on rafraîchit la page. Et donc là maintenant, si je clique sur Password, on voit que j'arrive sur l'étape de Password, Confirmation sur la dernière étape, je peux recliquer dans l'ordre que je veux, j'ai ma navigation. Le seul truc, c'est que actuellement, on ne sait pas trop sur quelle étape je suis, donc du coup, je vais améliorer ça. Je vais retirer la variante solide, et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une variante custom en fonction du style, donc c'est pas cette snippet-là, c'est celle-ci. Hop. Et donc ce que je fais, c'est que quand le step.name égale au form.currentStep.name, je lui donne un style solide et sinon je lui donne un style outline. Donc là, on remarque aussi qu'en plus d'avoir accès à l'ensemble des étapes, j'ai aussi accès à l'étape courante finalement. Si j'actualise l'app, cette fois, on va voir que donc, quand je suis sur la première étape General Information, je réactualise bien, normalement ça doit être bon.
Voilà, quand je suis sur General Information, j'ai le style solide et les deux autres sont en outline. Et quand je vais cliquer maintenant sur Password ou Confirmation, on voit que j'ai conscience de l'étape sur laquelle je suis. Donc ça, c'est plutôt cool. Là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est que si je remplis par exemple un champ, que je le vide, donc là, ma validation s'active, je change d'étape, j'ai pas conscience en fait du fait que mon champ est incorrect. Et je pense que ça peut être intéressant pour l'utilisateur d'avoir un petit rappel finalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, parce que sinon je vais arriver à la dernière étape, mon bouton va se désactiver et je vais pas comprendre pourquoi. Donc ce qu'on va juste faire rapidement ici, c'est ajouter finalement un petit emoji warning. Donc je vais regarder si mon étape a été soumise et si elle n'est pas valide. Dans ce cas-là, je vais afficher un petit emoji et sinon je fais rien. J'actualise l'app, je vais en faire exprès du coup d'avoir une erreur. Hop, je clique sur Submit. Là, on voit que j'ai mon petit panneau qui s'affiche et du coup, l'avantage, c'est que quand je vais changer d'étape, je me souviens qu'il y a un problème ici qu'il faut que je règle. Et à peine je règle le problème, il disparaît. Le seul truc, c'est que là, je suis quand même obligé de cliquer sur Submit pour que ça apparaisse. Donc, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais améliorer mon onClick. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un form.submitStep en plus du GoToStep. Et comme ça, je vais soumettre l'étape à chaque fois que je navigue dans mon formulaire. Ce que ça change, c'est que du coup, là, si je clique sur Password, directement, il a soumis la première étape, donc j'ai mon petit warning qui s'affiche. Et pareil pour la suite, et quand je vais remplir le formulaire, évidemment, ça va disparaître, etc., etc. Donc là, on a un formulaire multi-step avec de la navigation, des validations, et tout ça, franchement, allez, en 10-15 minutes, je sais pas, vous avez votre formulaire multi-step qui fonctionne. C'est vraiment, vraiment super cool de mon point de vue. Ça se met en place très facilement. Avant de terminer ce meetup, je voudrais quand même vous montrer un dernier exemple que j'ai choisi de vous montrer, qui est l'affichage de champs conditionnels. Finalement, il n'est pas rare d'avoir besoin d'afficher des champs en fonction du choix de l'utilisateur, en fonction de ses réponses. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de le traiter. Si on regarde la première étape maintenant, j'ai plus seulement mon champ first name, j'ai aussi un champ age et j'ai un champ authorization qui en gros, l'idée c'est de dire si je ne suis pas majeur, je dois demander l'accès à l'application à mes parents et donc du coup il faut cocher la case. Et donc si je suis majeur, évidemment, j'ai pas envie que cette case s'affiche. Sauf qu'actuellement, même si j'ai 50 ans, la case est toujours affichée. Donc comment je fais pour afficher conditionnellement un champ de formulaire? Au final, ça va être très très simple. Donc là, on voit que j'ai bien mon input, et j'ai un composant de checkbox. Pour conditionner, ça va être super simple. Je vais tout simplement avoir à conditionner dans mon code JSX directement ma checkbox. Donc là, il y a un petit peu de code qui vient d'arriver. Je mets tout en forme et je vous explique juste après le fonctionnement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc je fais ça, hop, je fais mes imports, donc box et fade, et j'explique le code. Donc link62, j'ai ma condition qui est de dire si j'ai un form.values.age, donc si j'ai un âge, et que cet âge est à moins de 18, dans ce cas-là, j'affiche tout ça. Et dans l'autre cas, j'affiche une box qui est vide. Le fade, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est simplement du Chakra UI. C'est pour avoir juste une petite animation, une petite transition quand la checkbox apparaît. Si je la mets pas, ça fonctionne exactement de la même façon. Et Chakra UI me demande quand même de fournir en fait une condition pour l'exécution finalement de cette animation. Donc j'ai simplement remis la condition qui est juste au-dessus. Mais donc on voit bien que je conditionne simplement mon JSX et en fait en fonction j'affiche ma checkbox ou non. Donc comment ça se traduit à l'usage? Déjà quand je vais rafraîchir mon app, je vais voir que dans mon formulaire, j'ai plus mon champ de checkbox. Parce que par défaut, du coup, il n'est pas affiché. Je remplis donc mon prénom et là je vais saisir mon âge. Si je tape 1, on voit que j'ai la petite checkbox Authorization qui apparaît directement. Et si maintenant je clique sur 19, je saisis 19 par exemple, comme je suis majeur, la checkbox a disparu. Admettons que j'ai 1 et que du coup je coche la checkbox. Je saisis mon mot de passe. Je fais mon test de sécurité et je soumets mes values. On voit qu'ici à droite, donc, j'ai l'âge du coup que j'ai,
j'ai mon authorization qui vaut vrai avec tous les autres champs. Maintenant, admettons que j'ai 19 et du coup ma checkbox a disparu. Je refais toutes les étapes et là quand je soumets mon formulaire, on voit que j'ai toujours age, mais que j'ai pas authorization. Et en fait, ça c'est vachement cool de mon opinion avec Formiz, c'est que si le champ n'est pas présent finalement, il ne me donne pas à la soumission du formulaire. L'avantage c'est quoi? C'est que j'ai pas besoin moi de nettoyer à la fin les valeurs de, enfin les entrées finalement de l'utilisateur en fonction de ses réponses. Formiz le fait pour moi et c'est vraiment quelque chose de cool. Donc pour les champs conditionnels, c'est aussi simple que ça. C'est tout pour les exemples que j'avais à vous montrer. Alors, c'est pas l'ensemble des possibilités de Formiz, évidemment. Il y a encore énormément d'autres possibilités. Pour voir ça, moi, je vous invite grandement, c'est à aller voir la documentation qui est plutôt bien faite. Rapidement, si on va par exemple sur la partie useForm, on voit qu'il y a énormément de propriétés qu'on n'a pas eu le temps de voir ensemble. Si je vais maintenant sur useField, c'est pareil, hein, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Et vous avez aussi des exemples pour apprendre à utiliser Formiz, forcément. Là, je connais, je vous montre, ça va un peu vite, ça semble facile, pardon. Mais pour commencer, vous avez différents exemples, donc vous avez du multistep, etc. Et il y a des exemples que moi j'apprécie particulièrement, donc dans la partie Other Examples, Formiz Examples, du coup. Tout d'abord, déjà dans Exotic Fields, eh ben, vous retrouvez le composant que j'ai utilisé pour cette démonstration. Et donc, vous avez l'ensemble du code disponible sur GitHub. Et un exemple que j'aime pas mal, c'est celui-ci, c'est le real life. En fait, on voit que quand je clique sur un bouton, j'ai des champs de formulaire qui s'ajoutent dynamiquement. Et ça, je trouve ça vachement cool. Et ça fonctionne très très bien. C'est pas difficile à mettre en place. Et vous verrez, c'est vachement cool à faire. Si maintenant, je retourne juste sur mes slides. Et qu'on essaye ensemble de voir finalement que retenir, faire une sorte de conclusion de tout ce que je vous ai montré. Et bien, ce qu'il faudrait retenir déjà, c'est que vous utilisiez des champs de formulaire classiques, des composants de librairie externe, ou même un composant que vous avez créé vous-même et qui n'est pas un champ de formulaire classique, et ben ça s'utilise de la même façon. Il n'y a pas, pour certains cas, à faire comme ci et d'autres à faire comme ça. Vous l'utilisez toujours pareil, vous avez votre value, votre set value, et ça fonctionnera. Ensuite, la librairie, elle est composable. Tout se trouve au niveau des champs. Je vous l'ai montré tout à l'heure quand on avait l'identical pictures, le select et les inputs. Si je veux ajouter un champ, j'ai juste à l'ajouter comme ça. Si je veux le retirer, le modifier, j'ai pas à retrouver la balise de formulaire, etc. Ça fonctionne sans problème. C'est vraiment découpable, indépendant, composable donc. Ensuite, les validations custom à portée de main, on en a fait quelques-unes ensemble. On voit que c'est vraiment simple à mettre en place parce que j'ai accès à la valeur courante de mon champ, parce que j'ai accès à l'ensemble des valeurs du formulaire. Je peux vraiment réussir à faire des cas plutôt cool à partir du moment où j'ai une fonction qui renvoie vrai ou faux. Ça fonctionnera sans aucun problème. Enfin, le multistep intégré qui permet une gestion vraiment cool sans prise de tête. Tout à l'heure, transformer notre formulaire qui était sur une seule étape en un formulaire multistep, pardon. Ça nous a pris littéralement 30 secondes à wrapper les différentes étapes et aller maximum 10 minutes à rajouter la navigation entre les étapes avec la validation, etc. C'est vraiment, vraiment un gain de temps et c'est super puissant. Enfin, beaucoup plus de possibilités, hein, je viens de vous le montrer rapidement avec la documentation. On peut faire encore d'autres choses vraiment cool, il y a pas mal de choses à découvrir. Et du coup, j'espère que je vous ai donné envie en fait, de découvrir un peu plus la librairie, d'en savoir plus pour découvrir tout son potentiel. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver le projet que j'ai utilisé du coup tout au long de la présentation directement sur mon GitHub et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et je partagerai les slides si le tableau comparatif notamment vous intéresse entre les différentes librairies. Et maintenant, si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre du mieux possible. Merci à vous. Merci beaucoup, Fabien. Ça a été plutôt très clair, je crois, de ce que j'ai vu dans le chat. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a 3-4 questions au total. Ouais, alors, il y a une première question de Mathieu91. Pour afficher des champs dynamiques dans le formulaire, en fonction de ce qui a été sélectionné et rempli, est-ce que le state suffit? Et je crois qu'après, tu avais commencé à répondre à cette question sur les conditions forme, sur les conditions, sur les values dans l'objet forme. Peut-être remontrer cette partie. Alors du coup, le conditionnement d'affichage de champs de formulaire, du coup, il est vraiment très simple, hein. Je peux avoir des champs qui, au fur et à mesure, vont s'afficher ou se cacher en fonction de la saisie. Là, j'ai fait un exemple avec l'âge, mais on peut faire avec des selects, avec n'importe quoi. Donc,
très très simple, hein, vraiment juste une condition qui permet d'afficher le champ de formulaire ou pas, et on voit bien qu'en fait qu'il y soit ou pas, à la fin ça va vraiment pas empêcher Formis de fonctionner. Et sinon, si tu veux aussi ajouter des champs de formulaire de façon dynamique, il y a cet exemple sur la doc de Formis qui est vraiment très très bien, où par exemple avec un bouton, ou si par exemple je dis je veux générer 7 éléments, crée-moi 7 éléments, et qui t'affiche tous les champs de formulaire, cet exemple-là, il va vraiment répondre à ton besoin, et tu verras, c'est super simple à mettre en place. Ok. Donc le code du coup disponible sur GitHub, hein, évidemment. Ok. On dit dans le chat que c'est clair et précis. Donc, Je vous remercie, écoutez. on a une autre question de Zeneris903. Qu'est-ce qui se passe du coup si je suis sur la dernière étape mais que je souhaite revenir à la première étape? Donc, je pense du coup c'est sur les multi-steps. Ouais. Peut-être que c'était au moment où j'avais pas encore ajouté la navigation, parce que au moment où j'ai pas les boutons de navigation en haut, bah franchement, si t'es à la dernière étape, bah t'es bloqué. Et du coup, ça c'est embêtant. Maintenant que t'as la navigation, alors là j'ai mis des boutons pour rester relativement simple. On peut vraiment imaginer un stepper où du coup tu peux cliquer librement sur les étapes. Après, si tu veux vraiment d'un seul clic arriver vraiment à la toute première, avoir juste un bouton qui dit revenir au début, ça peut se faire normalement. Alors, je vais vérifier sur la documentation, comme ça je dirai pas de bêtises. Mais normalement, tu peux avoir accès à la toute première étape du formulaire. Ou sinon, dans ce cas-là, tu récupères l'ensemble de tes steps, en fait. Oui, non, mais sinon, tu récupères l'ensemble de tes étapes. Et avec le go to step, finalement, tu prends la première étape et tu mets son name. Et tu pourras naviguer super facilement jusqu'à elle. Donc après, tu es libre vraiment de naviguer comme tu veux à partir du moment où tu as leur name. Et comme tu as accès à l'objet steps, tu vas pouvoir te déplacer tranquillement. Ok. Et enfin, on avait encore une autre question sur le multistep de Antid. Est-ce que le multistep change la route? Alors, dans mon exemple, non. Dans mon exemple, non. Euh, Honnêtement, je pense que c'est possible de le faire. J'avoue que j'ai jamais testé ce cas. Ça pourrait être vraiment intéressant de le mettre en pratique. Je pense quand même que c'est réalisable. Je pense quand même que c'est réalisable à partir du moment où tu changes ton URL en fait quand tu dans tes form steps. Je pense que ça peut se faire. Euh, je dirais oui vraiment, mais je suis pas sûr à 100% et là comme ça en 5 minutes je saurais pas le faire. Et Après, après je au pense que, besoin, je ouais. pense que c'était plutôt pour savoir si la lib de base en fait le faisait. Ouais, de base, vraiment comme ça, non, en fait, tu restes vraiment sur une même page. Après, je pense que tu peux quand même l'intégrer toi-même. Euh, Après, si jamais, par exemple, tu veux essayer de l'intégrer et que tu as des questions, tu peux toujours poser la question dans une issue sur la librairie de Formise. Tu auras toujours une réponse et ça pourra servir à tout le monde d'avoir la solution. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Hmm. Puis même après, ça peut être intégré aussi, je pense, dans la librairie aussi. Ouais, ce sera l'occasion de discuter de ça avec Yvan pour une amélioration de la librairie. Euh, Ok, bah, je crois qu'on n'a plus de questions. Bah, n'hésitez pas, hein, si vraiment vous avez quelque chose que vous voulez savoir auquel je peux essayer de répondre. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de présenter Formise dans ce meet-up Code en scène. C'était vachement cool. Donc, si ça vous a plu, je suis ravi. Merci beaucoup à toi, Fabien. Ça a bien l'air d'avoir plu à tout le monde sur le chat. Donc, merci beaucoup à toi. Merci tout le monde. Bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session Meetup pour ce soir. Et ben, on se retrouve au mois prochain du coup, pour un nouveau Meetup. Voilà. On vous dira quand on aura notre prochain sujet de Meetup. Et voilà. Et en attendant, vous pourrez revoir cette conf sur nos podcasts, sur la rediff Twitch là dans la semaine. Et voilà. Bonne semaine, bonne soirée à tout le monde. Peut-être bonne fin de match pour certains. Et bonne semaine à tous. Merci tout le monde, passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas si vous voulez mettre une petite star sur le repo de Formise, je sais que ça fera toujours plaisir si la librairie vous a vraiment plu.